Je voulais remercier bien sûr les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à prendre la parole ici ce soir, et en particulier Francine. J'ai l'habitude de remercier en particulier Francine dans ce genre de cas, qui est la maîtresse d'œuvre, une des maîtresses d'œuvre incontournables pour la réussite que je vois vraiment pleine de ce colloque aujourd'hui et hier et sans doute encore demain. Alors par respect pour les traducteurs, parce que j'ai évidemment pas rendu mon texte comme j'aurais dû le rendre et comme j'aurais dû le faire, je vais lire ce texte que j'ai pas du tout l'habitude de faire, donc ça va être un peu plus, voilà, c'est un nouvel exercice auquel je vais me tenter. J'espère que José, tu vas me décompter ces minutes. Voilà. Alors, 1917, Angelo Doge, c'est donc l'historien italien, l'appelle l'année de révolution. Pas l'année de la révolution, mais une année de révolution qui, d'un bout à l'autre d'un continent en guerre, semble pouvoir conjurer la malédiction du conflit, briser les chaînes qui tiennent enserrées des populations entières et ouvrir les possibles d'un arrêt de l'état de guerre. Ou même soulever les espoirs d'une révolution mondiale qui changerait définitivement la donne. Le mécontentement et la lassitude d'une guerre qui a déjà coûté début 1917 plus de 4 millions de morts et dont il semble impossible d'entrevoir la fin, peuvent alors non seulement s'exprimer, mais trouver un espace de réalisation positive. La Russie n'est pas un programme, mais un symbole de transformation et de changement possible. Je vais trop vite. Ouais, il y a un souci. Ouais. Que vous ne le lisiez pas aussi vite. Ah d'accord, ok. Ok. C'est trop lourd. D'accord. Si vous improvisiez, vous comprenez. Ok. Ah bon, je vais improviser alors, tout va bien. J'improvise, tout va bien. Ok. Je quitte mon texte. Oui, bien sûr. Alors, 1917 va avoir un impact beaucoup plus important sur les pays. Donc, les processus révolutionnaires de 17 vont avoir un impact beaucoup plus important sur les pays où l'intégration des mondes ouvriers et paysans est incomplète avant la guerre. C'est en gros ce que Marcel van der Linden appelle ces pays où, au sein du mouvement ouvrier, régnait une attitude pré-nationale, un attachement des mondes ouvriers et paysans au petit monde de leur commune, mais non pas à l'État-nation tel qu'il pouvait apparaître. Donc, c'est en Italie, l'Italie va de ce point de vue-là constituer un cas idéal typique. Et puisque c'est précisément en Italie, disons dans la sphère des pays d'Europe occidentale, où le monde ouvrier est peut-être le moins intégré dans le cadre des processus qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et c'est peut-être pas un hasard que c'est précisément en Italie qu'a lieu l'épisode d'insurrection populaire le plus important hors de Russie, c'est-à-dire l'insurrection d'août 1917 de Turin. Alors je vais agir en trois parties, pas trop rapide, je vous rassure, 3 parties. La première sur, en gros, comment les mondes ouvriers paysans italiens entrent en guerre et quel impact est-ce que l'expérience de guerre a sur leur prise de conscience. La deuxième partie qui est liée plus à l'influence du vent venu de l'Est dans la péninsule, et la troisième partie qui sera une partie conclusive que j'ai appelée, en reprenant le titre de l'article d'Antonio Gramsci, La révolution contre le capital, texte écrit en décembre 1917 et qui va me permettre de faire le lien avec les 2 dernières années rouges. Mon titre était Les 4 années rouges, avec les 2 dernières années rouges que vit l'Italie, 1917-1920. Alors on le sait, l'Italie entre en guerre le 23 mai 1915, elle est restée neutre jusque-là, et les mois qui séparent l'entrée en guerre, la déclaration de guerre de l'entrée en guerre de l'Italie, donc environ 10 mois, sont des mois particulièrement intenses politiquement.
L'intervention est soutenue par une exiguë minorité de mouvements politiques, des nationalistes, les socialistes réformistes, quelques anarchistes, enfin voilà. L'écrasante majorité de la population, quant à elle, est pour la paix, comme l'est d'ailleurs le Parlement. Donc le choix d'entrer en guerre, qui est pris en gros par le roi, son Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, s'apparente en tout point à un coup d'État, et il est perçu d'ailleurs dans la population comme une espèce de coup d'État. Alors la spécificité de l'Italie a été mise en évidence, en exergue par Lénine lui-même. Il écrira « Les masses n'ont été interrogées nulle part, excepté peut-être en Italie, écrit-il, 9 mois de discussion avant la déclaration de guerre, et en Italie, les masses étaient contre le parti de Bissolati. » Bon, donc l'idée, c'est que finalement, cette première partie de discussion autour de l'entrée en guerre est une première prise de conscience, y compris une première prise de conscience politique, et en particulier de refus. Encore une autre chose qui distingue l'Italie du cas des autres pays en Europe, le Parti socialiste italien est le seul qui, en quelque sorte, semble se conformer au mot d'ordre de l'internationale socialiste, qui on appelle d'ailleurs le 5 août 14 à une grève générale au cas où le pays entrerait en guerre, et qui, lorsque le pays entre en guerre, adopte pour mot d'ordre un mot d'ordre ambigu, contradictoire, son mot d'ordre, c'est ni adhérer ni saboter. Ni adhérer, c'était en quelque sorte déjà saboter, dira Filippo Turati, et pas saboter, c'était en quelque sorte déjà adhérer. Donc, lorsque l'Italie entre en guerre, après ces 10 mois de discussion, des 10 mois qui laissent d'ailleurs qui ensanglantent d'ailleurs souvent les rues italiennes, qui vont pas cesser d'ailleurs d'être ensanglantées, y compris pendant les périodes 19, 20, 21 et évidemment 22 avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir, eh bien, dès que l'Italie va entrer en guerre, les combattants, les soldats, les futurs soldats entrent dans cette guerre, ils ont guère le choix, avec une certaine forme de passivité, une passivité, seuil au-delà duquel, dira un historien italien, Antonio Gibelli, seuil au-delà duquel va pouvoir commencer la dissension, au cas où, si les conditions finiront par le permettre, et c'est effectivement l'année 17 qui permettra à la dissension de pouvoir s'exprimer, ou en tout cas exploser. La gestion des troupes italiennes, par le général Cadorna à partir de mai 1915 jusqu'à Caporetto, donc la défaite de Caporetto d'octobre 1917 qui va marquer le début de l'occupation d'une partie du territoire italien, est extrêmement est basée sur la contrainte et une répression extrêmement violente, liée, peut-être l'une des plus dures du front occidental, liée essentiellement à 3 objectifs que se fixe non seulement le général Cadorna et son armée, mais également l'État italien. Premier objectif, faire de l'Italie une grande puissance, et donc opter pour une guerre offensive qui va coûter des milliers de vies sur le front italien. Si vous regardez le dessin du front, c'est les 11 batailles de l'Isonzo, c'est un tout petit bout de territoire, on n'arrête pas d'aller et venir, en gros, en tuant des milliers de soldats. Deuxième objectif, qui sera d'ailleurs réutilisé ensuite dans le discours qu'en fera le fascisme italien. Deuxième objectif, intégrer les masses dans la nation, intégrer le monde ouvrier qui avait déjà montré, qui était déjà bien organisé dans le Nord, qui avait déjà secoué ou fait trembler la bourgeoisie dans les semaines de l'insurrection de juin 1914, la semaine rouge de juin 1914, et qui semblait particulièrement faire peser sur la péninsule une menace révolutionnaire. Et puis, troisième objectif, donc faire entrer les Italiens dans la nation. Troisième objectif, évidemment lié au deuxième, casser pour en finir définitivement avec le mouvement ouvrier. Donc,
répression au front, mais répression aussi à l'arrière, où la discipline militaire dans les industries de guerre prévaut, où on travaille 15 à 16 heures par jour dans des conditions catastrophiques, peut-être les pires, parmi les pires de l'époque, et où on va énormément utiliser le chantage du renvoi au front pour appliquer une gestion coercitive sur les industries de guerre et sur, en l'occurrence, les salariés. Donc, j'en arrive à mon deuxième point, non sans avoir cité Émile Loos, parce qu'il dit que finalement, dans la gestion que l'on a de la troupe, dans les objectifs qui sont fixés par l'État italien et dans la gestion que l'on a et de la troupe au front et des ouvriers militarisés dans le nord de l'Italie essentiellement, eh bien, se révèle la manière que les Italiens, enfin que les classes dirigeantes italiennes ont eu d'envisager la guerre de 14-18. Alors j'ai juste cité le socialiste révolutionnaire sarde Emilio Loos, celui qui écrira d'ailleurs un petit livre qui s'appelle Théorie de l'insurrection, qui dit ceci: dans la guerre italienne de 1915-1918, deux guerres se sont chevauchées. Celle du commandement et des bureaucraties étatiques, marquées par leur caractère obtus, l'esprit de caste, la mesquinerie, le mépris du facteur humain et celle du peuple combattant, qui, à travers l'épreuve collective d'une guerre vécue comme un devoir, à travers l'expérience même des lacérations continuelles, a renforcé sa propre conscience de classe. Deux guerres se sont jouées, la guerre mondiale et la guerre sociale. Alors, mon deuxième point, lié plus spécifiquement à la conflictualité au cours de cette période et en particulier au cours de 1917. Dans la question de la représentation de l'expérience de guerre en Italie, dès 1915, dès les premiers mois de guerre, on assiste à des refus de se mettre en marche, en particulier des troupes qui viennent du sud, à des refus de se mettre en marche, à des refus de monter dans les trains, à des barricades qui sont mises sur les voies, etc. À partir de 1916 et en particulier à partir de 1917, eh bien, c'est à une prolifération d'actes d'insubordination, en majorité individuelle, on les appelle individuels, mais enfin voilà, d'insubordination individuelle, ça veut dire insoumission, désertion, voie de fait. Bon, tout ça, c'est évidemment des définitions que donnent les tribunaux militaires à ces actes. Hein, voilà. Donc des actes d'insubordination, majorité individuelle, mais aussi collectifs, comme des révoltes et des mutineries. Hein, j'ai pas le temps d'en citer. Il y en a un certain nombre. J'ai peut-être juste en citer un, celui du 15 juillet 1917, de la brigade Catanzaro qui se mutine, qui occupe d'ailleurs un village avec ses mitrailleuses armées et qui, durant les tumultes, va tuer 2 officiers et une dizaine de soldats. On sait environ 30 soldats seront fusillés et 12 par décimation. Donc 1917, c'est vraiment l'été de l'insoumission et l'été de la révolte au front. Ça l'est aussi à l'arrière. Ça l'est aussi à l'arrière parce que l'année 17 est une année en particulier, assez difficile, marquée par les problèmes de ravitaillement, marquée par l'affaissement de la production interne et marquée par l'explosion de l'indice du coût de la vie et où un certain nombre de biens de consommation de première nécessité, notamment le pain, ça sera l'étincelle de Turin, qui viennent à manquer. Les mobilisations, on en compte plus de 500 sur le nord de la péninsule, on compte plus de 500 mobilisations portées toutes, ou en tout cas essentiellement par des femmes, qui d'ailleurs vont déstabiliser le mouvement ouvrier organisé, qui est toujours derrière son mot d'ordre, ni adhérer ni saboter, et qui vont déstabiliser le mouvement ouvrier organisé, ou du moins ses leaders. Quelqu'un comme Filippo Turati, qui est le leader des socialistes réformistes, va dépeindre les manifestantes italiennes comme des, je cite, furies.
il va tenter de démontrer dans toute une série de ses écrits le caractère pré-politique de leur mobilisation par rapport à une classe ouvrière consciente. Donc, mobilisation extrêmement importante, mobilisation dont les manifestations vont clairement faire dépasser le mouvement ouvrier organisé. Je passe sur l'ensemble de ces mobilisations. Il y en a toute une série, au Piémont, en Ligurie, en Toscane, etc. Et j'en arrive à 1917 et plus particulièrement au mois d'août 1917, où une délégation russe arrive en Italie. Le voyage est autorisé par le gouvernement parce qu'il espère justement garder cette nouvelle Russie dans le camp de la guerre. Donc le voyage est autorisé et cette délégation russe va traverser les villes de Florence, Milan, Bologne, et c'est surtout à Turin où elle est accueillie par des milliers de personnes, une manifestation pas tout à fait spontanée, mais enfin quand même. Elle est accueillie au cri de « Vive la Révolution, vive Lénine !» avec quelques étonnements de la délégation, mais enfin bon. Et quelques jours plus tard, c'est à peine quelques jours plus tard, que la ville du Piémont va devenir l'épicentre de l'insurrection en Italie, avec l'insurrection du pain du 21 août 1917, une insurrection qui va durer une semaine, qui va faire plus de 40 morts, 200 blessés, et qui va s'arrêter avec l'emprisonnement d'un certain nombre de dirigeants socialistes, plus d'une vingtaine et d'une centaine d'ouvriers. Alors, Antonio Gramsci, à la suite des événements de Turin, va écrire un article qui sera totalement censuré, va écrire un article important où il essayera de faire le lien entre les événements de Russie, l'impact qu'ils ont eu, donc les voix qu'elles ont eues à travers la péninsule. On commence à entendre à parler de la révolution de février à partir du mois d'avril, à peu près. En avril, d'ailleurs, le même Gramsci écrit note sur la révolution russe. Il commence à décrire des phénomènes dont avec le peu d'informations qu'il a. Et le 15 septembre 17, donc juste après les événements de Turin, il va écrire ceci: « Le prolétariat a une vie collective qu'on ne peut faire entrer dans aucun schéma abstrait. C'est un organisme en transformation continuelle qui a une volonté. L'existence, la démonstration de l'existence est le problème principal du prolétariat italien en ce moment. Et ce prolétariat n'est pas le même qu'il y a 3 ans. Il est numériquement plus étendu. Il a traversé des expériences spirituelles plus intenses. » Le lien entre guerre et révolution, pas seulement donc la révolution, celle qui est en marche à l'Est, mais aussi la révolution qui devrait être en marche en Italie, avec cette révolte qui gronde sur le territoire italien. Et j'en arrive à la fin. C'est d'ailleurs la fin. La révolution contre le capital. Essayons de résumer. Donc, après ces événements de 17, Caporetto va être le nouveau événement le plus important, mais y compris du point de vue du mouvement ouvrier, le retour du Parti socialiste et de ses leaders dans la sphère de l'union sacrée et de l'union nationale. Le pays est occupé et donc le Parti socialiste, qui était resté accroché à son mot d'ordre, ni adhérer ni saboter, va se rallier à l'union nationale. Et c'est là peut-être qui est le plus important, l'influence de gens qui, comme Gramsci, qui dès 1917, dès avril 17, commence à écrire sur la révolution de février, pour lequel il écrit ce n'est pas seulement une révolution prolétarienne, c'est un acte prolétarien, avec cet intérêt qu'il a de la transformation
des imaginaires politiques, mais de la vie, hein, de cette idée que la guerre va amener ou peut amener également le changement social. Et puis, dès la fin de 17, donc il va écrire ce texte, La Révolution contre le capital, où il va de nouveau insister sur l'importance de la guerre. Hein, et il le fait, je veux juste citer ça parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant de le citer. Il va écrire ceci. Marx a prévu le prévisible, il ne pouvait prévoir la guerre européenne, ou plus précisément, il ne pouvait prévoir que cette guerre aurait la durée et les effets qu'elle a eus. Il ne pouvait prévoir que cette guerre, au cours de 3 années de souffrance indicible, de misère indicible, allait susciter en Russie la volonté populaire collective. Et en partant de ce texte, Gramsci va essayer d'appliquer cette volonté populaire collective à une possible révolution en Italie, qui effectivement prendra pied durant, et là j'ai vraiment pas le temps, durant les 2 années rouges, hein, autour des conseils d'usine, autour de son journal L'Ordine Nuovo, et qui va se briser face à la montée du fascisme. Voilà. Merci. Merci d'avoir compacté ta fin. Ceci...